l'âge de 15-16 ans, ma mère m'a dit comme ça: «Écoute, tu es une femme et tu es brésilienne, donc tu devras te battre et travailler 2 fois plus que les autres pour y arriver». J'ai appris que j'avais été diagnostiquée avec un cancer. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. J'aurais pas réalisé mon rêve d'enfant qui était de partir vivre au Brésil. J'aurais pas fait cette transition professionnelle du métier de DRH au métier de coach. Je me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat. J'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu après. Lorsque je me suis formée au coaching, je me suis donnée à fond sur comment comprendre l'humain. J'ai fait de la PNL, j'ai fait du coaching systémique, j'ai travaillé sur les émotions. Je me suis capacitée en tant que coach. Je suis devenue excellente coach. Par contre, ce que je n'avais pas vu tout de suite, c'était qu'il fallait prendre une casquette en fait d'entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Voix de la Résilience. Aujourd'hui, je reçois une femme qui allie rigueur et intuition, stratégie et vulnérabilité. Elle est directrice de l'offre carrière chez Upward et animatrice des émissions Cap ou pas Cap et Future of Work sur Demain TV. Elle est aussi coach, formatrice et c'est elle qui m'a accompagnée dans ma propre transformation. C'est au cœur d'une formation que nous nous sommes rencontrés et depuis, elle est devenue une amie précieuse. Je lui dois beaucoup. Julienne Nadin, bienvenue dans La Voix de la Résilience. Merci Marie-Ève. Comment vas-tu, Julienne ? Je vais merveilleusement bien. Tant mieux. Julienne, on va commencer, donc comme tu le sais, mon podcast parle de résilience. Donc, Julienne, qu'est-ce que la résilience pour toi ? La résilience, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit par rapport à ce qu'on vit et par rapport au fait qu'on peut prendre la responsabilité de ce sur quoi on a le contrôle, ce sur quoi on a la main, et accepter le reste ou le modifier, le faire évoluer si on a la main, mais sinon pouvoir l'accepter et se poser la question à chaque fois qu'on vit des situations qui sont parfois inconfortables, difficiles ou douloureuses, de dire qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça me sert, qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là. On vit tous les jours des situations qui sont plus ou moins agréables, parfois elles sont vraiment très désagréables, et c'est de te dire, ok, ça, j'ai pas pu le contrôler, et donc comment est-ce que je peux me relever, comment est-ce que je peux apprendre, comment je peux grandir avec cette situation. Donc c'est ça pour moi la résilience. Et est-ce que toi, tu as dû déjà faire preuve de résilience dans ta vie ? Oui, plusieurs fois. Ce qui me vient tout de suite en tête, et je pense que c'est ce qui a été peut-être l'une des situations qui a été les plus difficiles à vivre. En 2016, j'ai appris que j'avais été diagnostiquée avec un cancer. Je m'y attendais absolument pas. Rien, aucun signal de mon corps ne mettait en lumière un dysfonctionnement. Par contre, face au médecin, effectivement, le constat était là et il a prononcé ce mot. C'est difficile parce que derrière le mot cancer, on entend le mot mort. Parce qu'on ne connaît pas très bien, parce que je ne viens pas du tout de l'environnement familial, médical ou autre. Donc pour moi, le mot cancer amenait mort. Ou quelque chose de très compliqué, chimio, radiothérapie. Et donc, au moment où j'ai entendu ça, alors le médecin, de manière très professionnelle, vous annonce ça, et puis derrière, il vous explique de manière très technique. Sauf que vous, derrière, c'est un flot émotionnel, une explosion émotionnelle à l'intérieur. Ma première réaction, elle a été... J'ai eu 3 réactions ensuite par rapport à ça. Ça a été d'aller à l'église et de prier pour me recentrer sur ma foi, ma spiritualité. Alors, ça a été vraiment la première chose. La deuxième chose, ça a été de contacter une coach que je connaissais très bien, juste pour prendre un petit peu de distance avec ce que je venais d'entendre et la manière dont je réagissais émotionnellement. Et puis la troisième réaction que j'ai eue, la troisième étape, ça a pris un petit peu de temps, mais ça a été de me dire qu'est-ce que cette maladie, en fait, m'amène comme message que je ne regardais pas avant. Quel est le warning, quel est le panneau publicitaire que ça amène ? Et est-ce qu'en ce moment, je délaisse pas un petit peu ma famille au profit de mon travail ? Est-ce qu'en ce moment, je suis présente aussi pour mes amis ? Est-ce que je suis présente pour moi ? Est-ce que je prends soin de ma santé ? Et en fait, ça a amené des réponses qui étaient effectivement non, non, non et non. Et donc, je l'ai vécu quelques jours après, ça a pris 2-3 jours, comme étant plutôt un cadeau, un messager qui venait me rappeler à l'ordre
sur ce qui était important pour moi dans ma vie, sur mes valeurs. Et après, bien sûr, ça a été d'être bien accompagnée, de choisir des bons médecins et pour pouvoir surmonter cette épreuve-là, cette épreuve cadeau. Et donc, tu dirais que ça a été pour toi comme un nouvel élan? Oui, si je n'avais pas vécu ça dans ma vie, je ne serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Je n'aurais pas réalisé mon rêve d'enfant qui était de partir vivre au Brésil. Je n'aurais pas fait cette transition professionnelle du métier de DRH au métier de coach. Je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat. Je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu après. Et ça ne m'aurait pas donné cette force que j'ai aujourd'hui et cette attention que je porte du coup maintenant à tous les signaux de mon corps quand je suis un petit peu plus tendue, fatiguée, avec un peu plus de stress, où je me dis, oh, là, je t'entends. Je t'entends et tu n'as pas besoin de m'emmener jusqu'à quelque chose de plus lourd pour que j'en prenne conscience. Et justement, quel message tu pourrais délivrer aux personnes qui sont actuellement dans la situation dans laquelle tu as été et pour leur dire justement comment prêter attention aux signaux de son corps, comment les écouter? C'est pas évident parce que je sais pas comment est-ce que dans le passé on aurait pu me le faire comprendre autrement qu'en l'expérimentant. Et parce que j'étais une bourreau de travail et avec des objectifs très fixés et c'était du dépassement de soi, il fallait y arriver, il fallait faire mieux que ce sur quoi on m'attendait et j'étais complètement déconnectée de mon corps. Ce que j'ai appris à faire suite au cancer, c'est à me reconnecter avec mon corps, à l'écouter, à faire de la méditation, à avoir des moments de silence en fait et à pu être uniquement dans je cours. Dans le faire? À être beaucoup dans le faire. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, je mets un point d'honneur à être aussi dans l'être et qui tu es, ce que tu ressens, qu'est-ce qui fait sens chez toi, et qu'est-ce qui te fait vibrer et comment ça résonne dans ton corps. Quel message ton corps te dit quand tu acceptes une proposition, quand tu lis une offre d'emploi, quand tu rencontres ton nouveau manager, qu'est-ce que ton corps te parle? Et de plus en plus, effectivement, je donne l'oreille à ces ressentis. Donc, ce que je pourrais dire aux personnes qui peut-être sont aussi déconnectées de ces ressentis corporels, d'y prêter un petit peu plus attention. Et un petit peu plus attention chaque jour. Et vous verrez que les messages du corps sont très puissants. Justement, Julienne, qu'est-ce qui te fait vibrer à toi? De manière générale, ça va être de voir mon fils s'épanouir, de le serrer dans mes bras, de voir mes amis heureux, de passer des moments extraordinaires avec des personnes que j'affectionne, ou de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres et de connecter avec des gens. Ça me fait vibrer. De rencontrer des personnes, de partager des moments, de rire parfois ou de parler sérieusement parfois, ou d'aller approfondir des sujets liés au fonctionnement humain, ou parce que ce sont des sujets qui me passionnent. Donc tout ça, ça me fait vibrer. Et aussi tout ce qui est défi. On ne se refait pas. Challenge, défi, il faut faire plus que ce que je pouvais imaginer. J'y vais. Et tu as un défi en ce moment? J'ai un gros défi professionnel. J'ai pris la tête récemment d'Upward Carrière, qui est la branche accompagnement candidat d'Upward, qui est un cabinet de chasseurs de tête, un cabinet de recrutement par approche directe, avec de très belles valeurs. Et il manquait cette brique au sein du cabinet. Et donc, on a lancé Upward Carrière. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les cadres et dirigeants dans ces moments inconfortables de transition professionnelle. Parfois, c'est choisi, parfois, ça ne l'est pas. Donc, on propose à la fois de l'outplacement, du coaching, du bilan de compétences. Et c'est être présent au moment où on a tous ces questionnements, où on a ces doutes, où émotionnellement, c'est difficile, où on ne sait pas par où commencer, où on sait qu'on va être évalué et jugé, pas toujours pour qui on est ou ce qu'on peut apporter pour l'entreprise, mais pas aussi par rapport aux autres personnes qui sont dans le même processus de recrutement.
Et parce qu'on sait que ça n'a pas un impact sur la vie professionnelle. C'est-à-dire que pourquoi la carrière m'intéresse autant, l'accompagnement carrière m'intéresse autant, c'est parce qu'on n'est pas hermétique, on n'a pas une vie au travail, et puis il y a un sas, et puis ensuite on rentre à la maison et tout va bien. Sauf que je connais personne qui vit très mal sa vie professionnelle et qui tout va bien à la maison. Donc il y a forcément un impact aussi sur la vie familiale, vu le nombre d'heures qu'on passe au travail. Donc mon défi, c'est celui-là. Là, c'est un gros challenge qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a une dimension qui va encore au-delà et qui vise à pouvoir accompagner le plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles. Quand tu repenses à ton parcours, quel a été ton moment de bascule? Mis à part le Ouais. cancer. Est-ce qu'il y en a eu un déjà? Parce que tu es d'origine brésilienne, j'ai oublié de le dire. Je suis d'origine brésilienne, je suis née au Brésil, d'où le rêve de repartir vivre un jour là-bas. Je pense que le moment où je suis partie vivre au Brésil, où j'ai accueilli mon rêve en lui disant, écoute, ça y est, c'est le bon moment, on y va, on fait des bagages, on vend tout ce qu'il y a ici et on part s'installer là-bas. Ça a été un énorme moment de bascule, tant personnel que professionnel. Moi, j'allais retrouver les pièces du puzzle qui manquaient à mon puzzle, parce qu'en étant biculturelle, j'avais grandi en me sentant très brésilienne en France. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au Brésil, je me suis sentie très française au Brésil, où on me le rappelait. Et puis ça s'entendait parce que j'avais un accent. Donc ça a été un moment très fort de reconnexion avec soi, avec mes racines, avec qui je suis, avec qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis, dans mes moments peut-être un peu plus conventionnels ou disciplinés ou autres de ma culture peut-être un peu plus française, même si elle est quand même un peu latine et qu'on n'est pas non plus allemand. Et mon côté un peu plus créatif, fantaisiste, du divertissement qui sont aussi mes racines brésiliennes. Donc j'ai pu matcher tout ça, mettre toutes les pièces là où il faut. Donc ça a été un très grand enrichissement personnel et ça, je m'y attendais pas. Ça a été une belle surprise. Et professionnellement, ça a été de me lancer à la fois dans l'entrepreneuriat, dans un nouveau métier que je ne connaissais pas, le coaching, parce que je m'étais formée au coaching avant de partir au Brésil, et dans une langue que je ne pratiquais absolument pas d'un point de vue professionnel. Donc ça a été un grand saut dans le grand bain. Je me suis dit, c'est pas grave, je nage un peu, je fais un petit peu la brasse, c'est pas grave, je vais apprendre à faire le crawl, la nage papillon en pratiquant. Et ça a été chouette. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Et mon retour en France, c'est un peu comme le voyage du héros où on part sur une quête, et puis on revient ensuite avec tout ce qu'on a appris dans nos valises pour pouvoir le ramener dans notre terre d'origine. Et donc là, c'était la France et je suis revenue en tant que puzzle complet. Ouais. Puzzle complet. J'aime beaucoup l'image. Mais justement, tu as beaucoup parlé de qui je suis pas, que tu allais chercher ça quelque part là-bas pour compléter ce puzzle-là. Mais du coup, Julienne, qui es-tu? Oh, on peut partir loin là. Tu pars où tu veux. Moi, ce que je veux, c'est mon émission, c'est que comme tu sais si bien le faire, te connectes à toi et que tu nous dévoiles, si tu le veux bien, qui est Julienne Nadet. Qui je suis dans ma croyance. On va dire, je suis convaincue que je suis une âme dans une incarnation. Et cette Julienne Nadin, finalement, voilà. Cette Julienne Nadin, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Je suis une personne qui est spirituelle, qui aime profondément les gens et qui a envie de voir les gens heureux, qui a envie de partager tout ce que je sais, parce qu'il n'est pas question que je garde ça pour moi. Donc, j'aime mettre les gens en lumière. Avec les 2 émissions sur Demain TV, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. C'est à la fois de mettre des personnes en lumière, que ce soit des dirigeants inspirants avec l'émission Future of Work, ou Cap ou pas Cap, avec des personnes qui ont opéré des reconversions professionnelles parfois assez surprenantes.
c'est de pouvoir dire oui, c'est possible et que ça inspire des personnes. Pour les dirigeants, que ça inspire d'autres dirigeants à se challenger en étant meilleurs, en étant plus humain, peut-être dans l'entreprise aussi, et d'autres personnes qui ne sont pas forcément heureuses de dire, en fait, si c'est possible, et les freins que j'ai, les peurs que j'ai, il y en a d'autres qui l'ont fait, donc s'ils l'ont fait, c'est possible. Donc il y a ça qui est assez fort chez moi, et puis après, c'est... Mais qui es-tu, toi? Là, tu me reviens dans ton cadre pro. Alors c'est bien, c'est magnifique, et moi je sais tout ça, parce que je te connais, je sais que professionnellement, c'est un cadeau d'être accompagné par toi. Vraiment, en transition professionnelle, voilà, je conseille tout le monde de venir te voir. Mais c'est pas ça que je viens chercher. C'est qui es-tu, toi, Julienne? Toi, Julienne. Même si ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Et bien sûr, on ne peut pas, on est aligné avec nos professions, donc je l'entends. Mais je suis Julienne Nadin, je suis entière, colérique, j'en sais rien. Tu vois, par un peu dans ce que... Je suis entière, je suis sensible, qui met parfois une carapace pour justement éviter d'être touchée sur certains sujets. Je pleure facilement dès qu'il y a des sujets liés à la maltraitance animale ou enfantine ou autre. Ça me touche, ça me bouleverse. Ce qui me met en colère, c'est l'intolérance, c'est la souffrance faite aux femmes ou aux enfants, ou aux plus démunis, aux plus faibles de manière générale. Je n'admets pas en fait la méchanceté. C'est quelque chose que je peux pas faire avec ça. Et même si on peut, sans s'en rendre compte, parfois blesser d'autres personnes, c'est pas ça que j'appelle la méchanceté. La méchanceté, c'est la méchanceté qui vise à véritablement pourrir quelqu'un. Donc oui, ça sont des choses qui me touchent particulièrement et qui font que je suis Julienne. Merci Julienne. Donc Julienne, tu nous disais, tu as grandi entre plusieurs cultures, mais qu'est-ce que ça a vraiment forgé en toi comme force et surtout comme exigence? Avec beaucoup d'intentions, beaucoup de bonnes intentions. Ma maman m'a dit un jour, je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans. Attends, putain, c'est ma prochaine question. Tu dois travailler 2 fois plus. Exactement. Exactement. Ma maman est brésilienne et mon papa franco-italien. Et on est venu vivre en France alors que j'avais 2 ans. Et à l'âge de 15-16 ans, ma mère m'a dit comme ça, écoute, tu es une femme et tu es brésilienne. Donc tu devras te battre et travailler 2 fois plus que les autres pour y arriver. C'est génial. C'est une graine extraordinaire parce que ça m'a poussée à toujours me dépasser, à aller chercher, à conquérir, à atteindre mes objectifs et à toujours donner vraiment, aller au-delà de ce sur quoi on m'attendait. Par contre, ça a aussi eu un autre effet qui a été de ne pas être toujours à l'écoute de mes ressentis et pour aller et faire, atteindre l'objectif et y aller. Donc ça, c'est un point important et qui aujourd'hui, sur lequel je suis sensible quand j'accompagne des personnes, sur tous les drivers, toutes les injonctions que l'on se met sur le sois fort, sois parfait, fais plaisir. Tous ces éléments-là qui viennent nous pousser, qui nous drivent sur nos décisions, sur nos choix et qui parfois sont super parce que ça nous propulse et en même temps parfois c'est aussi une grosse pression que l'on se met et qui ne va pas toujours dans le bon sens. Et je pense que la biculturalité franco-brésilienne m'a fait vivre ce positionnement-là, où par cette phrase de ma maman, on se positionnait en dessous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je fais très attention, par exemple, avec mon fils. Qu'est-ce que tu entends par en dessous? On est moins bien, on est moins intelligent, on est moins... Et tous les stéréotypes vont avec, j'ai souvent vécu, et dont une fois où ça m'a vraiment choquée et fait prendre une décision très, très importante. Lorsque j'ai quitté le groupe TF1, j'ai choisi de faire un executive master. Tu faisais quoi chez TF1? J'étais responsable des talents et de la marque employeur. J'avais le rôle d'attirer les meilleurs talents, les intégrer, les fidéliser, leur faire intégrer un programme pour ceux qui étaient identifiés comme haut potentiel, un programme haut potentiel, pour qu'ils puissent devenir les futurs dirigeants du groupe.
Euh, et en fait, quand j'ai quitté TF1, j'ai voulu faire un executive master, me remettre dans cet apprentissage, me former. Et j'ai choisi deux écoles de commerce, deux grandes écoles de commerce. Et puis, donc, j'ai passé des tests, des entretiens de sélection. Et l'une, au moment de l'entretien, m'a dit, mais quels sont vos hobbies? Et puis moi, j'avais écrit, j'adore les sorties culturelles, j'adore la lecture, le développement personnel. Et puis, il me regarde comme ça, ils étaient deux, et puis il me regarde, il me dit, ah ben ça me surprend. Comme vous êtes d'origine brésilienne, j'aurais pensé que vous alliez me parler d'autres choses un peu plus folkloriques. Ouais. Samba, quoi. C'est ça. Et la phrase que je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais il s'attendait à quoi? Que je lui dise que je monte sur la table et que je danse la samba? Et en fait, ces stéréotypes, je trouve que c'est, quelles que soient nos origines, il y a des Bien stéréotypes sûr. comme ça. Et en fait, c'est pas toujours drôle. Non, non. Parce qu'on les porte plusieurs fois. Et quand on est une femme, c'est pareil, hein. Et donc là, Il y je a me partie suis de dit non. l'intersectionnalité. Et la deuxième école, lorsque j'ai parlé de mes origines brésiliennes, elle m'a dit, mais c'est génial. Vous verrez ici, il y a plein d'étudiants qui viennent de plusieurs pays du monde. Donc, il y a vraiment une richesse culturelle. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement cette école que je vais choisir. Donc, voilà ce que ça m'a appris, apporté et ce que j'ai vécu au travers de cette biculturalité. Et tu as parlé de développement personnel. Bon, je sais que tu lis beaucoup, nous lisons beaucoup. Si tu devais conseiller là, un livre là, pour nos spectateurs, spectatrices, tu conseillerais quoi? Le premier. Voilà, tu n'as pas de base en développement personnel, c'est le premier que tu dois lire. Lequel tu conseillerais? Il y en a 3 qui me viennent en tête. Je peux partir sur les 3? Vas-y. Le premier livre qui a été marquant pour moi, c'était Laurent Gounel. Les dieux ne voyagent jamais incognito. C'est un livre de développement personnel, mais comme le fait très bien Laurent Gounel, c'est romancé. Donc il y a toute une histoire, mais derrière, il y a des messages qui sont incroyables. Donc il y a celui-ci, pour des personnes qui ne sont pas déjà adeptes des livres de développement personnel, parce qu'il mixe un peu romance, du coup. Le deuxième que je conseillerais, et qui a été pour moi extrêmement impactant, c'est Le pouvoir du pardon radical. Et qui part du principe, et là c'est un peu plus spirituel, qui part du principe que le pardon que l'on connaît dans notre quotidien, dans notre vocabulaire, c'est un pardon qui est conditionné. Je te pardonne parce que tu m'as fait quelque chose de mal. Or, dans le pouvoir du pardon radical, on sous-entend qu'en fait, il n'y a pas quelque chose de mal et que tout est parfait et que ce qui s'est produit a une vocation à vous faire grandir, à vous faire apprendre, à vous faire... Donc, ça demande, et notamment lorsqu'on vit des choses qui sont extrêmement difficiles, voire intolérables, insoutenables, d'avoir vraiment beaucoup de recul pour pouvoir adhérer à ça. Mais c'est quelque chose qui m'a fait changer de vue, de regard sur ma vie et sur les circonstances de ma vie. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le dernier que je suis en train de lire, qui est L'effet cumulé, et que je trouve extraordinaire. Et je ne l'ai pas encore terminé. Que je trouve extraordinaire parce qu'on vous parle de petites choses qui peuvent changer tout votre comportement et toute votre vie. Et parfois, on se fait une montagne de tout ce qu'il faudrait que l'on change en soi pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Et là, c'est une petite chose. Et peut-être que cette petite chose, elle va derrière avoir un effet domino sur tout le reste de votre vie. Et donc, j'aime bien ce principe des petits pas, de cette petite chose où on ne s'en fait pas toute une montagne. Et donc, on y va et on agit. L'effet papillon, quoi, un peu aussi. Exactement. Ouais. Bah oui, l'effet cumulé. Donc, moi, je l'ai lu, bien sûr. Évidemment, il est sensationnel, ce livre. Julienne, on parle souvent de résilience dans la sphère personnelle. Mais toi, à quel moment elle a pris un aspect dans ta sphère professionnelle, la résilience? Au moment où, dans mes dernières années chez TF1, j'ai croisé le chemin de managers qui n'étaient pas très bienveillants, qui pour moi ont été toxiques. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais qui pour moi ont été toxiques. Et ça m'a clairement laissé des traces, des marques, que je ne percevais pas forcément au début, après TF1,
Mais au moment où j'étais chez TF1, oui, j'ai adopté un comportement où j'étais aux antipodes de certaines valeurs que j'avais, à accepter des choses que j'aurais pas dû accepter, à moi-même me mettre en situation où qui influençait ma santé, qui influençait aussi mon fils. Euh, et avec une pression voilà, qui, pour moi, était déshumanisée et où on n'était plus dans une relation professionnelle normale et saine. Euh, et là où je me suis rendu compte que ça m'avait véritablement impacté, c'est quand 2 ans après, alors que j'étais au Brésil et que j'ai eu rendez-vous avec un patron de société pour intervenir dans sa société, et où en fait, tous ces mimiques, sa voix, sa tonalité, son énergie me rappelaient mon ancien patron. Et où en fait je suis sortie de là, mais en étant complètement crispée, en ayant une boule dans le ventre, en n'ayant qu'une envie, en fait, c'est presque de pleurer. Euh, il m'est déjà arrivé de finir en larmes chez TF1 parce qu'une situation est arrivée à un moment, à un point où ce n'était absolument pas respectueux. Et en fait, ça laisse des traces. Et quand je m'en suis rendu compte, alors qu'on était 2 ans après et que j'avais vraiment l'impression de m'être sortie de ça et de vivre ma nouvelle vie au Brésil, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail à faire sur moi. Et c'est comme ça que j'ai fait ce travail pour retirer ce lien qui continue à perdurer et qui m'impactait parce que j'avais plus envie que ça me suive dans le futur. Et donc de faire aussi, on parlait de pardon tout à l'heure, un travail de pardon sur la personne ou les personnes qui étaient intervenues et qui m'avaient impacté, mais sur moi-même aussi, d'avoir accepté qu'on puisse franchir certaines limites avec moi et pour lesquelles j'avais pas d'outils pour pouvoir y répondre. Alors, ça soulève plusieurs choses, hein, ce que tu évoques. Déjà, il y a une partie importante quand tu dis je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte. C'est vrai qu'il peut arriver que les personnes toxiques ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Ça arrive. On croit que forcément, comme on les appelle dans le langage courant, les PN, tu vois, c'est très à la mode, là, le pervers narcissique. Déjà, tout le monde y met un peu, c'est très galvaudé. Mais voilà, il y a une vraie définition du pervers narcissique avec des vrais signes et avec des vrais... voilà. Donc, voilà, pas tout le monde est forcément pervers narcissique et tu peux pourtant être toxique dans ta manière de manager tes salariés, tes employés. Et c'est vrai que ça, c'est important à souligner, même si bon, mon travail il est de mettre en lumière justement les relations toxiques. Mais voilà, il faut pas... je comprends. Il est mieux de ne pas accabler forcément voilà, les gens. Et je comprends aussi justement ce pardon que tu as voulu exercer et pour toi et pour les autres. Et je pense que c'est important aussi à partir du moment où tu sais, et c'est une vraie qualité hein, de savoir pardonner, hein, de mon point de vue, de savoir pardonner les autres. Je pense que c'est quelque chose qui peut énormément apporter à soi-même, en fait. Ouais. On se libère. Exactement. Et concernant la relation toxique, aujourd'hui, vu que tu es un peu au fait, puisque tu es passé par là, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir un peu les red flags en situation pro, perso, peu importe? Je pense que je le fais mieux qu'avant. Parce que j'ai plus envie de réussir à tout prix. Parce qu'il n'y a pas de à tout prix. Je ne suis plus d'accord avec le fait de à tout prix. Et aujourd'hui, je prends en considération le prix à payer pour mes décisions, pour chacune de mes décisions. Parce que je me connecte davantage à mon corps et que je lui fais confiance lorsqu'il m'amène des signaux d'inconfort. J'essaye de percevoir, mais c'est un travail quotidien aussi, hein, lorsqu'on a été pendant des années en se déconnectant complètement, parce qu'on fonctionnait de cette manière-là en pilote automatique, donc de manière complètement inconsciente. Donc, dissociation. Voilà.
Donc aujourd'hui, je le fais davantage. Et je fais davantage aussi attention au jeu qui se joue dans les relations, que ce soit professionnelles, amicales, amoureuses ou autres. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et je pense que là, forcément, mon expérience et tout le travail que j'ai fait depuis 10 ans sur le développement humain, le développement personnel, la connaissance de soi, les neurosciences, l'intelligence émotionnelle, enfin, tout ça m'aide à pouvoir identifier sans me dire que ça y est, ça ne m'arrivera plus. Ça pourra encore m'arriver. Mais en tout cas, d'être un peu plus au fait, sans pour autant être méfiante. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans ça. C'est pas parce que c'est arrivé qu'une fois et que ça arrivera d'autres fois. On verra. Merci Julienne. Aujourd'hui, tu pilotes donc l'offre carrière chez Upward. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, piloter la transformation professionnelle des cadres? C'est leur permettre d'être accompagnés sur ces moments d'inconfort, de vulnérabilité, qu'est la transition professionnelle. Que ce soit parce qu'on a été licencié, donc avec l'outplacement ou le coaching ou le bilan de compétences, ou parce qu'on n'est plus bien dans son poste et que soi-même, on entame les démarches de pouvoir faire une transition. C'est pouvoir les accompagner sur chaque moment clé de doute, de peur, de deuil parfois aussi. Je me souviens d'un candidat que j'ai accompagné qui s'était fait licencier, qui travaillait dans une entreprise qui faisait les airbags et les ceintures de sécurité et qui a un parcours extraordinaire, qui a monté une usine en Chine, enfin, qui est juste un parcours, un très très beau parcours, et qui est arrivé dans notre première séance en me disant « Mais Julienne, qui je suis lorsque je ne sauve pas des vies ?» Et ça m'a mis une claque, parce qu'avant ça, j'accompagnais uniquement sur des reconversions ou des transitions choisies. Et là, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose qui est effectivement fort et qui est de l'ordre de l'identité derrière une transition professionnelle. Qui je suis quand je ne suis plus ce directeur financier qui manage 35 personnes, qui a une voiture de fonction, qui est invité à tous les événements un peu mondains et populaires, qui est très sollicité. Qui je suis quand d'un seul coup, du jour au lendemain, en fait, j'ai plus de travail. » Et donc, notre rôle avec Upward Carrière, c'est pouvoir véritablement être présent tant sur ce moment où on va faire le deuil de cette précédente expérience professionnelle et de tout ce statut et de dissocier parce que l'identité, c'est pas ton métier. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Dans la langue portugaise, on utilise 2 mots pour le mot être, comme en espagnol. En espagnol, ser et estar. Ser, c'est vraiment quelque chose qui est permanent. Et estar, c'est quelque chose qui est temporaire. Quand tu dis « je suis malade », tu le dis de 2 manières différentes dans la langue portugaise. Soit tu l'es parce que tu es malade et tu as une maladie qui est à vie. Une maladie, ça peut être une maladie mentale ou autre qui est à vie. Soit tu le dis avec estar, ça veut dire que temporairement, en ce moment, j'ai la grippe, par exemple. Et dans l'exercice de nos fonctions, et dans la langue française, on dit « je suis » en français. Comme si c'était ancré. Comme si c'était ancré, comme si c'était notre identité. Je suis coach, je suis formatrice, je suis directrice Upward Carrière. Non, j'exerce le rôle de, mais ça ne définit pas qui je suis. Et ça, c'est très fort. Et ça a été un élément que j'ai intégré aussi dans mes accompagnements, de pouvoir comprendre, faire comprendre aux candidats accompagnés qui tu es en dehors de ça. Et quand tu vas définir véritablement qui tu es, tu pourras t'inscrire dans un projet avec lequel tu es aligné, parce que tu sauras qui tu es. Donc, c'est les accompagner sur chaque étape clé, que ce soit choisi ou subi. C'est leur permettre d'identifier leur projet, de comprendre aussi la réalité du marché. Est-ce que le marché répond à ton besoin et est-ce que tu es à même où il y a encore des choses à travailler, à se former, à travailler sur soi avant de pouvoir se positionner sur ce poste. Donc, une étude de marché. Et puis derrière, c'est comment est-ce que je travaille le marketing de soi. Tu peux être le meilleur professionnel de la Terre, avoir toutes les compétences, mais si personne ne te connaît, personne ne va te solliciter. Donc, comment est-ce que je travaille mon discours, comment je travaille ma nouvelle identité, et presque à être, et ça, j'aime bien faire ça dans mes accompagnements, c'est aller projeter dans l'identité future, c'est-à-dire du poste qui convoite. Qui tu es, et d'abord travaille le qui tu es futur, parce que tant que tu seras le qui tu es d'aujourd'hui, en fait, tu ne seras pas dans le futur de cette personne qui va gérer tout ce que tu as envie de gérer dans ce nouveau projet et mettre en place et incarner. Donc, c'est commencer à faire ces passerelles-là
Et puis derrière, c'est transformer l'essai, leur permettre d'avoir les bons réseaux, les bons contacts, et puis d'être à l'aise, d'avoir cette confiance en soi. Lorsqu'on a été licencié, souvent il y a un travail à faire sur la confiance en soi, l'estime de soi, parfois même sur l'amour-propre. Et ça, c'est chouette parce que quand on arrive à travailler sur ces éléments-là, c'est toutes les dimensions de notre vie qui sont impactées. C'est pas que le monde professionnel. Je suis d'accord. Je valide. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez celles et ceux qui sont en reconversion ou en outplacement? Peut-être outplacement, explique. Oui, outplacement, c'est vraiment le repositionnement professionnel en dehors de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Les erreurs les plus fréquentes, c'est de ne pas considérer suffisamment le réseau. Tu veux dire que les gens oublient leur réseau, c'est ça? D'utiliser le réseau pour pouvoir se repositionner. Et pas que ne le considère pas, c'est qu'il y a aussi l'élément de je me sens pas à l'aise pour être dans une démarche de réseau, pour aller questionner des personnes sur le marché, sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent, sur le métier qu'ils exercent, identifier peut-être des opportunités cachées. Il y a un élément qui est un élément de je ne me sens pas à l'aise parce que j'ai l'impression que je vais déranger, je ne me sens pas à l'aise parce que je suis hors poste et que j'ai pas travaillé le réseau depuis des années et que maintenant je vais venir comme une fleur taper à la porte de personnes à qui j'ai pas parlé depuis 10 ans, un ancien patron ou un ancien client, un ancien fournisseur. Donc comment est-ce que je suis à l'aise pour le faire? Donc il y a cette première question-là. Et après, il y a aussi la vraie considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, le repositionnement professionnel, c'est entre 75 et 80, voire 85% qui seront faits grâce au réseau. Ça veut dire qu'il ne faut pas écarter le fait de répondre à des annonces, le fait de répondre au cabinet de chasse ou de se mettre en avant, mais c'est qu'il y a une immense partie qui est liée au réseau. Et plus on le fait quand on est en poste, quand on est en activité professionnelle, plus c'est simple de le faire aussi quand on ne l'est plus, quand on est en transition. Et ça enrichit tout le monde parce que c'est un moment de partage, c'est un moment où on y va en se situant de père face à un père et en se disant voilà, moi je suis professionnelle, je réfléchis sur ma prochaine étape professionnelle. Le métier que tu occupes m'intéresse, l'entreprise dans laquelle, ton secteur, voilà, ça m'intéresse. Est-ce que tu aurais 30 minutes pour qu'on puisse en parler et que tu puisses m'en dire davantage? Et en général, les personnes qui se plaisent dans leur job ont plaisir à partager. Et c'est une source d'apprentissage qui est énormissime. Énormissime. Donc ça, c'est une erreur, je pense, qui est assez importante. Et puis la deuxième, et qui est un travail plus profond, c'est le travail de confiance en soi. J'ai confiance dans le fait que je suis capable de pouvoir occuper ce poste. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui, tant qu'elles n'ont pas 120% des compétences qui sont listées sur une offre d'emploi, ne vont pas postuler. Ça, c'est encore autre chose. Donc c'est quelque chose qui, voilà... Ça, on rentre encore dans autre chose. Et après, je comprends, c'est un problème de confiance en soi. Voilà, tu viens de toucher le sujet là, qui m'anime, quoi. C'est évidemment la place de la femme dans la société. Oui. C'est d'où on part, pourquoi on en est là. Complètement. Société patriarcale, Code Napoléon, qui disait que, tu vois, on peut... Donc forcément, la femme, elle est... On a beaucoup évolué, mais il y a encore un énorme travail à faire. Et oui, on a évolué quand on voit que tu atteins des postes. D'ailleurs, j'ai une question sur ça. Tu évolues dans un milieu d'hommes, on en parlera après. Oui, il y a encore du travail à faire. Et comme je le disais au début, dans ma résilience, c'est qu'est-ce que je peux faire moi dans une situation que je ne maîtrise pas parce que l'environnement, je ne maîtrise pas. OK, la société, elle est comme ça aujourd'hui, donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc, mon travail en tant que coach, c'est vraiment de les accompagner sur comment est-ce que je fais pour moi avoir tellement confiance en moi que finalement, mon interlocuteur, il va oublier que je suis une femme. Il va avoir des compétences en face de lui. Et il va et c'est tout. Et on fait sauter le fait de... Parce que, et ce qui m'énerve parfois aussi, c'est de voir des femmes qui montent de super échelons de société, et ça, je trouve ça extraordinaire, mais qui soient obligées de se masculiniser pour entrer dans les codes des hommes qui sont à ces niveaux-là. Alors que non, en fait, c'est chouette parce qu'avec avec une énergie féminine, on apporte un regard encore différent. Et une énergie masculine, c'est génial parce qu'on se complète. Et c'est ça qui est formidable.
Julienne, en quoi ton approche du coaching se distingue? Excellente question. Euh, je pense qu'il y a des milliers de coachs qui font certainement mieux que moi. Je dirais que ce que j'incarne, ce que je promeus, je l'incarne véritablement. Et je suis alignée avec les accompagnements que je peux faire. Et je le vis dans mes tripes. Donc, il y a à la fois ce vécu que j'ai, il y a l'empathie que j'ai, il y a cette écoute, il y a cet amour des personnes et cette envie que chacun puisse trouver sa place et puisse occuper sa place. Et puis s'occuper toutes les places qu'il a envie d'occuper, d'ailleurs, dans sa carrière, parce qu'on n'a pas qu'une place. Et c'est ça, et c'est après peut-être permettre à l'autre d'aller voir les angles morts qu'il ne voit pas, d'aller reconnaître, parce que moi je vois sa grandeur, d'aller l'apercevoir aussi et de voir que tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. C'est sorti d'un film, hein, c'est pas de moi. Hein. Tu n'as pas la ref, mais c'est pas grave. Non. J'ai compris, je te connais. Julienne, tu formes aussi des coachs. Oui. Quelle est selon toi la qualité la plus sous-estimée d'un bon coach? Sous-estimée. C'est sa capacité à être entrepreneur. Mm. C'est-à-dire que lorsque je me suis formée au coaching, je me suis donnée à fond sur comment comprendre l'humain. J'ai fait de la PNL, j'ai fait du coaching systémique, j'ai travaillé sur les émotions, j'ai travaillé tout ça. Je me suis capacitée en tant que coach. Je suis devenue excellente coach. Enfin, en tout cas, outillée, excellemment outillée pour faire du coaching. Par contre... Mais tu es une excellente coach. J'espère. Par contre, ce que je n'avais pas vu tout de suite, c'était qu'il fallait prendre une casquette en fait d'entrepreneur. Parce que lorsqu'on choisit de faire une transition professionnelle dans le métier du coaching, il y a très peu d'entreprises qui recrutent des coachs. Donc, il y a très peu de chances pour que vous soyez salarié dans une entreprise pour faire du coaching. Donc, ça veut dire qu'à 95 voire 98%, vous serez entrepreneur. Et donc, ça veut dire qu'il faut être à la fois le directeur commercial, à la fois le directeur marketing, directeur de la com, le gestionnaire financier, celui qui fait l'administratif, et en même temps, pouvoir faire l'opérationnel de l'activité de coaching. Donc, si on n'a pas une véritable appétence à être entrepreneur, à devenir entrepreneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme un salarié. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, mais si personne ne vous connaît, on ne viendra pas acheter vos services. Donc pour moi, c'est ça, et c'est sous-estimé encore. Et c'est même sous-estimé dans certaines écoles de coaching, de formation de coaching, parce que c'est un module de 2 heures, de 4 heures, qui vous explique le marketing du coach, ou qui vous explique l'entrepreneuriat. C'est bien plus que ça. Donc ce que je peux conseiller aux coachs, c'est d'aller se former, se capaciter à l'entrepreneuriat, et avant même de se lancer dans le coaching, de savoir si est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou pas. Moi, je te rejoins complètement. Bon, moi, j'avais dans l'idée, puisque je t'ai choisi un coach marketing, donc bon, bien évidemment. Mais aussi, au travers de... J'ai fait un parcours HEC Stand-Up. HEC Stand-Up, c'est un parcours qui est gratuit et qui est fourni par HEC, donc l'école HEC Paris, et qui est uniquement... Enfin, là, c'est en train de bouger, il y a d'autres projets en cours, mais il est pour les femmes. Et il est gratuit, et justement, il t'aide à... Il te fait comprendre que, quel que soit ton métier que tu choisis, l'entrepreneuriat et cette casquette d'entrepreneur, elle est cruciale. Parce que si tu la mets pas, ça va, comme tu dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et du coup, se poser vraiment les bonnes questions avant peut-être de démarrer. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher toutes ces ressources? Parce que ça va me demander beaucoup. Ça va me demander beaucoup humainement, ça va me demander beaucoup de mon temps. Je vais avoir moins de temps pour ma famille, moins de temps pour le sport, moins de temps pour tout. Mais il va falloir que je sois au max. Parce que lancer une entreprise, comme on disait, et on en parle dans le livre de l'effet cumulé, donner cet élan, cette impulsion, c'est tellement compliqué. Oui. J'ai un client qui, il y a quelques jours, me dit qu'en ce moment, il est vraiment à la limite du burn-out, du craquage. Il me dit, là, je sais qu'il faut que je change ça, j'ai envie de reprendre, d'avoir davantage de temps pour moi. Et donc, je me pose la question de me mettre à mon compte.
Et, et en fait, Non, je lui mec. dis, mais... et de se mettre à son compte, en plus, sur du service. Donc, on n'est pas sur du produit ou autre. Donc, et là, je lui dis, mais en fait, être entrepreneur, c'est surtout pas paisible. C'est des années d'entrepreneuriat, c'est des années où on peut travailler 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, où on a 1 à 2 semaines de vacances par an. Et encore, pendant les vacances, en fait, on cogite. Faut aimer, être passionné, être convaincu dans ses tripes de ce qu'on est en train de faire et être aligné avec ça pour surmonter chaque difficulté parce qu'il y en a. Parce que ça demande effectivement énormément d'énergie et ça demande d'être en accord d'ailleurs quand on a une famille avec son écologie familiale, personnelle, de dire est-ce qu'on est OK que pour au moins les 2 prochaines années, je vais dormir, boire, parler que de mon activité. Mmh. Julienne, tu es une femme dans un monde d'hommes, souvent à des postes de direction ou d'animation. Est-ce que justement, tu as dû parfois prendre ta place? Euh, Effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes. Alors, moins quand j'étais dans des directions RH, parce que souvent dans les directions RH, il y a quand même pas mal de femmes, dans les médias aussi. Alors, par contre, effectivement, sur les 2 dernières activités, entre mon activité au sein des arts et métiers alumni, je suis entourée d'ingénieurs. Donc, allez, on va dire qu'il y a 15% de femmes. Donc, c'est un monde très masculin. Je suis aussi réserviste de la gendarmerie nationale et j'accompagne les militaires du GIGN dans leur reconversion professionnelle dans le monde civil. Et donc, ce sont des milieux qui sont effectivement extrêmement masculins. Je n'ai jamais eu la sensation de devoir me battre ou m'imposer pour prendre ma place. Je pense parce que, je ne joue pas sur le même terrain qu'eux. Donc, clairement, je ne vais pas apprendre ni à un ingénieur, ni à un militaire ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Par contre, j'ai une casquette, une compétence, une approche, une expérience qu'eux n'ont peut-être pas. Et en général, ils viennent me voir avec aussi cette humilité de vouloir être accompagnés. Donc, j'ai jamais eu senti l'élément de je dois me battre pour occuper cette place parce que je suis une femme et que c'est un monde d'hommes. Comment tu gères la tension que tu peux peut-être avoir en toi parfois entre l'humilité et l'ambition? Elle est pas mal, elle est pas mal cette question. L'ambition, la niaque, c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait me lever chaque matin. Peut-être que le fait de côtoyer par des lectures, des conférences, des échanges, côtoyer personnellement des personnes qui ont atteint des niveaux aussi élevés dans leur vie, alors que ce soit professionnel ou personnel, réaliser des choses extraordinaires dans leur vie, m'amène naturellement cette humilité. Parce que en fait, je les vois avec des yeux aussi d'admiration, des yeux d'enfant, me disant « Waouh, ils ont fait des trucs que moi, je serais incapable de faire. » On parlait du parcours de Paul Fontaine que j'ai accueilli dans l'émission Cap ou pas Cap. Et juste son parcours fait que c'est waouh. C'est vraiment waouh de voir ce que cette personne est capable de faire dans sa vie avec la mucoviscidose, donc les autres me renvoient aussi à une humilité naturelle. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, la maternité renvoie à l'humilité aussi. Parce qu'effectivement, tout ce que je croyais savoir et en me disant c'est bon, moi le développement personnel, j'ai travaillé sur moi, je suis coach, machin. Quand on a un enfant qui arrive au niveau de l'adolescence, tu prends un coup d'humilité. Et là, t'as pas le choix. Oui. Julienne, que dirais-tu à quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour se réinventer? Ah mais jamais. 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 Au contraire, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Faut juste s'écouter. S'écouter vraiment si ça déborde en toi et si tu as vraiment envie de switcher, de prendre ce virage dans ta vie, prépare-toi. Derrière, par contre, je dirais jamais à quelqu'un de sauter dans le grand bain ou de sauter en parachute sans le parachute. Hein.
Donc ça veut dire, va véritablement déjà savoir si effectivement l'herbe est plus verte ailleurs. Parfois, on idéalise la prochaine étape pro. Donc va vraiment confirmer que ça te correspond bien, que la réalité que tu as en tête, c'est la réalité vraie. Et prépare-toi. Et prépare-toi à chaque étape. Fais-toi aider si besoin, mais va côtoyer des personnes qui ont fait aussi ces changements professionnels pour t'équiper, pour avoir ton sac à dos avec le parachute bien vérifié, et puis ensuite, vas-y, saute. Je pense que ça doit être terrible d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Et j'ai juste pas envie de faire ça. J'ai encore plein de projets en tête, mais je ne veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant, j'ai pas fait. D'où ma prochaine question, Julienne. Merci de nous la servir sur un plateau. Et toi, Julienne, de quoi rêves-tu encore? C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a deux choses dont je rêve. Une qui est dans la continuité de ce que je fais déjà, et une qui n'a rien à voir. Celle qui est dans la continuité, c'est, je pense que les émissions que j'anime avec Cap ou pas Cap et Future of Work, c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore. Sur ces sujets ou d'autres. D'aller dans le fait de mettre en lumière d'autres personnes et de faire connaître ça au plus grand nombre. Je trouve que les médias permettent ça, et j'ai envie qu'on amène d'autres sujets et des sujets véritablement positifs. Je ne regarde plus les infos depuis des années et je n'ai plus envie de me nourrir de tout ce qui va mal sur la planète. Et alors, ça ne veut pas dire que je fais l'autruche et que j'en ai pas conscience, mais je ne passe pas mes journées à regarder les infos ou à lire tout ce qui se passe dans l'actualité. Et donc, j'ai envie d'amener quelque chose qui est plus positif, d'inspirant, de on y croit, c'est possible, et allez-y, et comment on y arrive. Donc, c'est un peu l'impulsion que j'ai donnée avec ces deux émissions-là. Et donc, j'aimerais créer quelque chose d'encore plus grand et avec peut-être encore plus d'audience qui permettent aux gens de dire, j'allume la télé pour me nourrir de quelque chose qui va me faire du bien, qui va me permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre et voire de me challenger, de mettre un petit coup de pied aux fesses pour que je vive la vie que j'ai envie de vivre. Ça, c'est une première chose. La deuxième, et j'en parlais tout à l'heure, je suis très sensible à la cause animale. Et à un moment donné dans ma vie, je ne sais pas encore de quelle manière. Tu vas coacher les animaux. Je vais coacher les animaux? Non. Mais pouvoir développer je sais pas moi, une ONG, une fondation, une association, quelque chose qui leur permette d'avoir une vie plus paisible. Donc voilà. Aujourd'hui, je le fais parce que je participe à certaines associations, mais là, je ne sais pas de quelle manière. Mais tu trouveras. Voilà, je suis confiante. L'univers va me l'amener. Julienne, tu sais que j'ai voulu cette interview pour te dire merci, parce qu'on arrive à la fin, mais aussi pour que d'autres personnes entendent ce que moi j'ai eu la chance de recevoir à travers ton accompagnement et tout ce que tu m'as apporté. Donc pour conclure, je vais te poser une dernière question, une seule, celle qui je crois nous met tous et toutes face à l'essentiel. Le jour où tu feras le bilan, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Tu m'as permis d'être plus heureux, plus heureuse, et de diffuser ça autour de moi. C'est ça que tu veux qu'on dise de RIP. RIP, Julienne, le plus tard possible. J'ai encore beaucoup à donner. Mais ouais, tu m'as permis d'être, même si c'est le un peu plus heureux, ou de prendre des décisions qui me permettent d'être plus heureuse, plus alignée avec qui je suis. Ouais, c'est ça. Okay. Merci Julienne. Merci à toi.